Est-il venu le temps des cathédrales? Vous le saurez dans cette vidéo. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de Tiletum, un jeu de Simone Luciani, Daniele Taschini et dessiné par Zbigniew Ungelter, édité chez Pixie Game. Alors désolé, la prononciation est probablement fortement douteuse, vous m'en excuserez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de ce beau bébé qui est Tiletum. On ne va pas faire les règles en détail puisque ça serait un petit peu trop long à expliquer, mais ça serait une présentation plutôt globale. Comme d'habitude, après la petite présentation, vous retrouvez mon avis, donc n'hésitez pas à regarder le timer pour aller directement à cet avis si jamais vous connaissez déjà le jeu et vous n'avez pas besoin que je vous pitch à nouveau le jeu. Tiletum, c'est un petit jeu où on incarne des riches marchands européens qui vont aller de ville en ville pour répandre leur fortune, pour aider à la construction des cathédrales. Ils vont également s'obtenir les faveurs du roi. C'est un jeu qui est considéré comme expert d'une durée de 1 heure, 1 heure et demie en fonction du nombre de joueurs. Mais vous allez voir que c'est un jeu tout simplement génial, avec quelques petites mécaniques de gameplay bien sympas. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors nous voici sur le superbe plateau de Tiletum. Alors on va pas faire des règles très précises parce que sinon la vidéo va durer 15 plombes, mais une présentation assez rapide. On a fait une mise en place pour 2 joueurs. La mise en place varie énormément entre chaque partie puisque déjà le jeu va se dérouler en 4 foires successives, 4 endroits où il va falloir se rendre sur la carte pour pouvoir participer à cette foire. On commence toujours à Tiletum, ici, qui est une ville en Belgique, et puis on tire aléatoirement des tuiles. On a chaque ville qui peut présenter. Là, par exemple, pour cette première partie, on va faire Tiletum, puis la foire de Leipzig, puis la foire de Francfort, puis la foire de Troyes. Pour pouvoir participer à la foire, il faut avoir soit notre pion marchand sur la ville, soit une petite maison. Si jamais on n'arrive pas à se rendre à la ville au bon moment ou que on n'arrive pas non plus à mettre une maison, on ne participera pas à la foire et ne marquera pas les points. Pareil, les objectifs des foires sont piochables. Alors, il y a toujours une valeur fixe, 5+, 3+, et 1+, mais l'objectif en lui-même, on va le piocher aléatoirement. Parmi une petite pile, on a ceux qui sont posés, mais on a également tout cela. Là, par exemple, on va mettre 3+2, 5 points fois le nombre de maisons qu'on a réussi à poser. 1+4, 5 points fois le nombre de cathédrales pour lesquelles on a participé à la construction. Ça sera pour les habitants, les personnages qu'on a réussi à mettre dans notre maison, et ça pour la paire de contrats et de blasons qu'on a réussi à mettre dans notre maison. Donc tous ces petits objectifs sont changeants. Pareil, on voit qu'on a des cathédrales, les cathédrales qui sont les cathédrales réelles, on reconnaît notamment Notre-Dame, on reconnaît notamment Milan, qui sont probablement les cathédrales les plus connues, en tout cas pour moi sur ce plateau. Et puis on a des petites tuiles avec le coût de construction et des points. Si je participe à la construction de la cathédrale de Milan, je marquerai 9 plus 7 points si je suis le premier à le faire, si je suis le deuxième, 9 plus 3. Donc ici, en l'occurrence, 16 points, et donc ça va me coûter 5 briques. Mais peut-être qu'à la partie prochaine, j'aurai pioché ici, et donc Milan me rapportera plutôt 14 points. Ou peut-être qu'au contraire, à une autre partie, eh bien, la cathédrale de Milan ne sera pas du tout construite. Alors là, la mise en place n'est pas totalement complète, parce qu'on voit qu'il y a des tuiles bonus un peu sur toutes les villes, et donc justement, en début de partie, hop, on les pioche aléatoirement, comme ceci, histoire que ça donne encore un petit peu de rejouabilité parce qu'on va pouvoir récupérer ces actions bonus sur le plateau en cours de partie. Ce qui fait que chaque mise en place est vraiment bien différente. Alors on va avoir plein de scoring en cours de partie, mais les gros scoring finaux, on multipliera le nombre de maisons qu'on a pu poser par le nombre de piliers qu'on a pu poser. Les piliers qui sont ceux-ci, je vais vous expliquer juste après. On aura des points pour chaque ressource qui nous restera, et puis on aura aussi des points pour toutes les maisons complètes. Je vais vous montrer un petit plateau, toutes les maisons complètes qu'on aura terminées, c'est-à-dire donc pour laquelle, alors là c'est le côté automa, pour lequel on a réussi à remplir des personnages dans la maison, mais pour lequel aussi on aura mis un blason, histoire que ça fasse quelque chose comme ceci. Là on a rempli une maison complète, puisqu'on a 2 personnages de la même famille, qui ont la même tête, plus un blason, notre maison est complète. On a terminé un bâtiment complet en fin de partie, et à ce bâtiment ça nous rapporte 0 points, il nous faudra en faire au moins 3 différents. Ce qui fait que chaque partie va être ultra variée aussi, c'est qu'on a aussi cette petite roue à chaque partie. Là on voit que l'action contrat, on l'active avec un dé initialement 3, mais la manche d'après on va tourner, ça sera 2, la manche d'après ça sera 1, et à chaque partie ça sera différent. Pareil, on aura réparti des petits bonus qui vont être aléatoires à chaque partie, et ce qui est vraiment excellent, c'est que tous ces dés là, on en a 10, 2 de chaque catégorie. Ça, ce sont des dés pour récupérer des ressources d'or, ça pour récupérer des nourritures, ça pour récupérer des pierres qui vont nous servir à la construction des cathédrales. Ça, ce sont des laines et ça, du métal pour faire des contrats. Et donc, on a 2 dés de chaque. Forcément, s'il y a écrit 6 sur le rose, on va pouvoir piocher 6 nourritures, mais tous les dés, on va les prendre, on va les mettre dans ce petit sac-là.
qu'on va mélanger. On va en récupérer seulement 8 sur les 10. Il y en a 2 qui ne seront pas utilisés pendant la première manche. Et on va les mélanger. Et là, on va répartir simplement chaque dé au niveau du bon emplacement. Donc les 4 vont aller ici. Le 2 va aller là. Le 3 ici. Et le 6 ici. Et ça, on va le faire à chaque manche. Il y a 4 manches pour chaque partie, donc c'est assez sympa. Les dés vont être un peu différents, les stratégies vont être différentes. Alors forcément ici, on voit qu'on ne peut pas faire cette action qui est une action architecte. On peut modifier notre valeur de dés avec des pièces d'or. On peut dire que par exemple, si je dépense 2 pièces d'or, hop, ce dé-là se transforme en 5 et je peux quand même faire l'action. On n'est jamais totalement bloqué, d'autant plus qu'il y a une action joker qui nous permet de faire n'importe quelle autre action de la partie. Et ce qui est vachement malin, c'est que là, par exemple, c'est à 5. Je vais récolter beaucoup de ressources de nourriture. 5 nourritures, c'est énorme, mais par contre en contrepartie, c'est ce qu'on voit dans les accolades, je n'aurai que 2 actions architectes. Ici j'ai 4 sources d'or, mais je n'aurai que 3 actions marchands. À chaque fois, c'est la somme de la face et de l'action qui est en face, ça fait 7. Donc un dé qui va nous rapporter beaucoup de ressources, et nous rapportera peu d'actions. Et donc il va falloir essayer de jongler un petit peu là-dedans. Hop, je remets. C'est des restes de partie, hein. Je viens de terminer une partie, donc j'ai refait une mise en place rapide, histoire de vous faire la petite vidéo, mais pas complète. Partie que j'ai perdue, hein, d'ailleurs, contre l'Automa. C'était assez serré, il m'a grillé sur la fin. Et donc on a différentes actions. Les actions architectes, ça va pouvoir nous permettre de déplacer ce petit pion sur les différentes cases, de récupérer des tuiles éventuellement, et surtout de pouvoir placer un pilier s'il y a encore de la place sur une cathédrale. Et à n'importe quel moment de mon tour, si j'ai 6 pierres et que j'ai un pilier, je pourrais construire la cathédrale, en tout cas participer à la construction, et marquer ici 12 plus 4, 16 points. L'action marchand, ça va être de déplacer mon marchand d'autant de cases que de points d'action, ou de poser des maisons. Poser une maison, ça va me coûter 1 point d'action. Donc par exemple, si j'ai 3 points d'action, je fais 1, 2, et mon 3e point, c'est de mettre une maison. Et donc je sais qu'à la foire numéro 4, je pourrais participer parce que j'ai une petite maison. Ça me permet aussi de récupérer les tuiles bonus qui sont aux alentours. C'est intéressant de poser des maisons pour participer aux foires, mais parce que, je vous rappelle, à la fin de la partie, on aura une multiplication du nombre de piliers fois le nombre de maisons. Pour l'instant, si je terminais la partie comme ça, j'aurai 1 fois 2, parce qu'on commence toujours avec une petite maison à Tiletum, j'aurai 2 points de victoire, ce qui est quand même pas énorme. On finit assez souvent aux alentours des 200. On a une action roi, puisqu'on a ici la piste de faveur du roi. À chaque manche, à chaque dé qu'on va choisir au niveau d'une manche, on va tirer de la corruption qui va nous faire baisser de 1 et de 1. Vous voyez qu'ici on a des points négatifs. En fin de manche, si on est tout ici, on va perdre 10 points. Si on est ici, on va gagner 15 points. Ça, c'est important parce que celui qui sera le plus avancé sur cette piste du roi commencera la manche d'après en premier, il choisira les dés en premier. Mais c'est aussi une source de points assez importante, parce qu'on peut finir à moins 10 comme on peut aller à 15, donc on peut faire un écart de 25 points. Alors c'est très rare qu'on aille jusqu'ici, mais pourquoi pas. On aura une action personnage. Les actions personnages, c'est justement pour recruter ces personnes et venir les placer sur notre petit plateau. Pour récupérer un personnage, il faut dépenser 1 point d'action. On le met ici, dans notre réserve qui ne comporte que 4 emplacements. Si notre réserve est déjà pleine, on ne peut pas se défausser. Et si on veut mettre un personnage après de notre réserve à une maison, il faut dépenser pour le premier étage 1 point d'action, deuxième étage 2 points d'action, le troisième étage 3 points d'action. Quand on arrive à remplir une maison, on débloque les maisons qui sont débloquées au-dessus, parce qu'au départ, on n'a que 2 maisons en libre accès. Donc si jamais je remplis là, je peux récupérer mon personnage. Et pareil, si j'arrive à mettre un blason au niveau d'une maison et donc de la compléter totalement, je pourrais activer un bonus, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la partie, j'aurai plus 1 pour les bonus écrits ici au niveau de la tuile. Pareil, quand je pose la tuile, je récupère le bonus écrit ici. On a également l'action contrat. Les actions contrat, c'est ici. On va dépenser des points d'action pour récupérer des contrats. Et les contrats, c'est avoir de la laine ou avoir du métal. Pareil, les contrats, quand je les ai, je les pose ici. Et quand je débloque les points de victoire qui sont ici, plus celui de la première case libre, sachant qu'en début de partie, toutes les cases sont remplies de piliers. Donc pareil, valider des contrats me permet de débloquer des piliers, parce qu'au départ, j'en ai que 2 disponibles. L'action de Joker, vous en doutez, c'est une action qui va mimer celle de votre choix. Et ce qui est vachement intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a des tuiles bonus sur le plateau, sur le jeu, donc généralement, on peut réussir à faire des combos. C'est pas parce qu'on a pris une action architecte qu'on pourra faire qu'une action architecte, puisque là on aura une action de Joker qui va peut-être nous permettre avec notre marchand de nous déplacer d'une case et donc de récupérer peut-être un autre contrat qui va nous permettre de marquer des points. C'est assez rare que dans un tour de jeu on fasse une seule action précise. Souvent on arrive à comboter, ou en tout cas c'est l'objectif de ce jeu, de réussir à faire
faire des combos. Et c'est en ça que c'est un jeu expert, hein. Les règles en soi sont assez simples, il y en a pas mal à apprendre, mais c'est très fluide, très simple. Mais par contre, comment améliorer, comment maximiser notre nombre de points, c'est ça qui rend le jeu expert. On a également la possibilité de jouer avec un mode solo qui va être plutôt malin, puisqu'on va piocher des cartes en fonction des objectifs qui sont présents ici, hein, c'est-à-dire les objectifs qui sont écrits sur les cartes, parce que forcément le cardinal, celui que l'on va affronter, va essayer de gérer différemment sa partie en fonction des objectifs. Et bah oui, si on n'a aucun objectif qui va nous demander de mettre des maisons, on imagine qu'il n'y a pas cet objectif, il n'aura pas vraiment d'intérêt à le faire. Donc les cartes sont bien, elles sont bien faites, ça va dépendre vraiment, chaque partie va dépendre des actions, histoire que le bot soit le plus efficace possible, avec des petites conditions pour réaliser. Là, s'il y a plus de piliers que de cathédrales, il va choisir le dé gris foncé en premier temps, puisque forcément ça lui permet d'avoir du fer qui permet, enfin de la brique qui lui permet de construire des cathédrales. Si jamais il a plus de cathédrales que de piliers, finalement il va faire une action architecte pour mettre des nouveaux piliers. Bah oui, parce que à la fin de la manche numéro 4, la foire de 3 demande d'avoir le plus de cathédrales possible. Et puis on a aussi des petits moyens de scoring supplémentaires en début de partie, qu'on va tirer. Là c'est les 3 de la partie, on en piochera plus ou moins en fonction de notre niveau de difficulté souhaité, et puis ça permettra de lui donner d'autres petits moyens d'avoir des points supplémentaires ou des récompenses supplémentaires. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris comment se déroulait Tiletum. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, clairement moi Tiletum, je vous le cache pas, c'est mon gros coup de cœur du moment. C'est bien simple, hein, depuis que je l'ai lancé, je suis à ma 5e partie, alors que ce sont des parties d'1 heure quand même. Le jeu reste installé sur mon bureau là-bas, alors là j'ai déplacé un petit peu parce que je vais faire le montage, mais je le laisse installer et j'enchaîne les parties dès que j'ai le temps. Ce qui est bien, c'est que c'est divisé en 4 manches. Moi je joue essentiellement en solo, et donc je peux faire 1 ou 2 manches, finalement aller faire à manger, etc. et puis revenir là où j'en suis dans ma partie. C'est assez facile parce que c'est bien sectionné en grandes phases de jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que il est finalement très accessible. Les règles certes font une 30aine de pages, mais il y a pas mal d'exemples, etc. Il y a quelques petites coquilles de traduction, quelques petites errances où des fois on est obligé d'interpréter les premières parties, mais finalement c'est assez simple. Il y a 6 actions, mais qui sont finalement assez logique. C'est pas un jeu expert au niveau des règles, c'est un jeu expert parce qu'il y a beaucoup de choses potentiellement à faire et beaucoup de choses à prendre en compte, et encore pas tant que ça quand même, hein. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette forte rejouabilité. Les villes des foires sont différentes à chaque partie, les objectifs des foires sont différents à chaque partie, il y a ces petits bonus tout partout au niveau de la carte qui vont faire que peut-être qu'on va utiliser plus notre marchand cette fois-ci, ou finalement que l'objectif X va faire qu'on va plutôt essayer de miser sur le roi. C'est assez agréable. Ces petits systèmes de roues où justement si on a un dé avec beaucoup de ressources, on aura moins de points d'action, c'est assez sympa, ça permet vraiment de se donner un dilemme supplémentaire. Qu'est-ce que je mise? Est-ce que je mise les ressources? Est-ce que je mise tout sur les ressources pour mettre enfin mon blason et terminer ma colonne, terminer mon bâtiment, ou au contraire, est-ce que je veux terminer mes actions architectes? Il y a plein de micro-dilemmes, et ce qui est ultra plaisant, c'est justement ces actions bonus qu'on peut stocker en réserve et qui vont faire qu'on va faire une cascade de tours. C'est très fréquent qu'après avoir fait une action architecte, on arrive à enchaîner avec une action personnage, puis après avec une action contrat. Enfin, des fois, on fait des tours assez monstrueux, c'est ultra plaisant. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est un jeu, souvent, on est aux alentours des 200 points à la fin de la partie. Et moi, j'aime faire des gros points, même si finalement, faire une partie où on a fini à 25 points, une partie où on a fini à 250, c'est probablement finalement la même chose, le même écart à la fin. Mais moi, je suis content quand j'ai réussi à construire une cathédrale et que ça me rapporte 16 points. Je trouve ça beaucoup plus gratifiant que 3 points quand j'ai réussi à faire un contrat avec 9 laines, d'avoir 16 points également. Enfin voilà, j'aime faire des gros scores, c'est toujours très plaisant, très gratifiant. Après, ça, c'est juste une question d'ego, hein, comme d'habitude. Donc voilà, le jeu à 2 joueurs, c'est parfait. J'ai pas joué à plus, de toute façon, j'ai même pas encore joué à 2 joueurs, mais je sais que ça ira très bien. Il y aura pas mal de petites interactions parce qu'on peut se piquer la place au niveau des différentes villes en mettant des maisons, etc. On peut aller se piquer les bonus sur la roue, on peut se piquer les dés. Il y a beaucoup d'interactions, c'est assez sympathique. Et puis il y a cette piste de score du roi où celui qui aura le plus de faveurs commencera le tour d'après en premier. Et c'est quand même vachement important d'être premier joueur parce qu'on a plus de possibilités, on peut vraiment mener un petit peu la danse. Donc ça, c'est vachement sympa. Ce petit mécanisme de gestion de réserve où on peut mettre que 4 tuiles maximum et on ne peut pas se défausser, ça rajoute un petit peu de gestion. Enfin, il y a plein de choses que j'aime, mais justement ce jeu est ultra accessible, on peut y jouer facilement, les règles ne mettent pas 15 ans à être expliquées et c'est clair, et pourtant le jeu est quand même d'une profondeur assez riche. Ça, c'est pour mon avis global. Maintenant, le mode solo, je ne voulais pas totalement expliquer, hein, mais on va affronter le Cardinal Bot. Le mode solo est comme
très intéressant parce que ça va mimer vraiment les actions d'un joueur, ça va essayer de mimer un peu ses réactions, il y a des foires, donc le bot va plutôt s'axer sur ces objectifs-là, etc. C'est plutôt bien fait, c'est assez profond au final, ça donne des parties plutôt serrées, mais la première lecture de règles, elle est quand même compliquée. Je me suis lancé dans une première partie après avoir lu les règles, j'ai rien compris, j'ai trouvé ça infâme, je comprenais pas ce que voulait faire le bot, il n'agit pas du tout comme nous. Nous, on va dépenser des points d'action pour aller faire des choses. Lui, il va à tout prix, par exemple l'action marchand, il va forcément relocaliser sa maison, son marchand, là où il peut poser une maison, même s'il a plus de points d'action. Ensuite, il va nous piquer une tuile, même si elle est à 15 cases. Et enfin, il va se redéplacer. Enfin, sur un tour de marchand, le bot peut dépenser un équivalent de 15 points d'action, alors qu'il en a peut-être que 5 à sa disposition. C'est assez fou, et c'est pas très clair, surtout que les règles sont pas très bien expliquées. C'est un peu le bordel et tout. Franchement, j'ai fait ma première partie, j'ai rien compris. Alors, je l'ai faite juste après avoir lu les règles normales et les règles du bot, ce qui fait du coup un gros paquet de 45-50 pages à lire. Et après, je me suis lancé dans la partie, j'ai rien compris, j'étais fatigué, j'étais éclaté, je me suis dit, oula, ce jeu finalement il n'est pas fait pour moi, j'étais un peu deg, surtout que c'est un cadeau de Noël de ma chérie. Et je me suis dit, bon, j'allais chercher s'il n'y a pas d'autres automas, d'autres versions, des variantes sur BGG, et j'ai vu une variante assez simple où finalement l'adversaire, lui, n'était jamais sur le plateau. Dès qu'il tirait une tuile, dès qu'il tirait un dé, il récupérait des points de victoire, etc. Donc je vais faire une partie comme ça va être plus simple, et peut-être que ça me permettra de sortir le jeu plus souvent. Et finalement, j'ai pas du tout aimé parce que l'automa c'était Jean-Michel tout droit, il a fini à 300 points, il n'y avait pas d'interaction, dès qu'il faisait un truc, il marquait des points, c'était vraiment... Il maxait tout ce qui était possible, j'ai trouvé ça vraiment un petit peu trop abruti, donc je me suis dit non, je peux pas jouer avec ça. Déjà, je gagnerai jamais, et puis c'est surtout pas amusant. Et donc j'ai regardé une vidéo d'un mec qui jouait en solo. Ça m'a permis de clarifier certains points, ça m'a permis de confirmer certaines choses que je pensais, ça m'a permis de voir que je suis pas le seul à galérer sur les règles, qu'il y avait pas mal de choses un peu floues, et je me suis relancé dans une troisième partie avec déjà plus d'expérience personnelle, et finalement là j'ai trouvé le bot finalement assez fluide, et maintenant j'en suis à 5 parties, donc 3 parties, voire même peut-être 4, avec ce bot d'affilée, et finalement je le trouve très, très clair. Une fois qu'on sait ce qu'il fait, il fonctionne super bien, c'est assez rapide à jouer. Maintenant je fais des parties en à peu près une cinquantaine de minutes où je gère le bot et mon personnage. C'est assez plaisant, on a un peu plus d'interaction. Et puis vraiment, il joue de manière intelligente, et ça c'est vraiment bien fait. Et d'ailleurs, quand on comprend le jeu, comprendre le mode solo, c'est aussi beaucoup plus simple, parce qu'il joue de manière intelligente, il joue comme ferait un joueur, il doit construire des cathédrales, il va chercher plutôt à chercher les pierres avant d'aller chercher tel truc, il a un blason qu'il veut poser dans sa maison, il va chercher plutôt la nourriture, enfin voilà. Ce qu'il fait, c'est extrêmement logique, et du coup, je trouve ça assez plaisant. Mais pour une première partie, peut-être qu'il faut d'abord faire une partie à deux, et après se lancer tranquillement dans les règles sans stress, pas en disant je vais faire à tout prix ma première partie solo, parce que sinon ça va peut-être un peu vous prendre la tête. Niveau du matos, rien à dire, il a été beaucoup critiqué pour ses couleurs un peu ternes, pour son plateau. Moi je le trouve magnifique le plateau. Certes, il a cette couleur un petit peu sépia, mais tous les petits fanions de toutes les couleurs, etc. sont très sympas. Les petits meeples, etc. sont beaux, ils ont des couleurs assez pétantes, justement, ça redonne de la couleur. Moi je joue toujours avec l'association rose et verte, mais je trouve les autres couleurs assez belles aussi. Les dés sont très pastels et sont très jolis, enfin vraiment, moi j'aime le matériel de ce jeu. Il est pas si long que ça à installer, contrairement à d'autres jeux, mais c'est toujours un peu chiant, il y a plein de trucs à mélanger, etc. Donc c'est sûr qu'une partie d'une heure, on a une bonne dizaine de minutes, si on est un peu long à installer les trucs avant. Surtout qu'en ce moment j'ai des engelures aux doigts, alors prendre toutes les petites tuiles et les poser, ça me fait un peu mal aux doigts. Mais voilà, en tout cas j'adore ce jeu. Le mode solo est excellent, le mode multi est probablement très sympa, un jeu avec une bonne profondeur, une bonne rejouabilité, une bonne variété, finalement qui n'est pas si long et qui est fun, c'est extrêmement amusant, c'est extrêmement satisfaisant de jouer à ce jeu. Voilà, moi Till et Toum, c'est mon coup de cœur de ce début d'année 2023, mais pour une sortie 2022. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur Till et Toum, je sais que vous y avez joué, je sais que vous en avez entendu parler, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.